Bienvenue pour cette nouvelle émission de Fenêtre sur le monde. Nous allons partir au Moyen-Orient à la suite du dernier numéro de Conflit dont le dossier est consacré au Moyen-Orient après l'implosion. Comme à chaque fois, quelques cartes pour comprendre les grands enjeux de l'espace moyen-oriental. Alors commençons par la première carte, à savoir l'évolution des mandats britanniques et français dans la région. Nous sommes donc dans les années 1920-1930 après la Première Guerre mondiale et on voit que la zone a été divisée entre deux grands pays. Pour la partie bleue, côté français, pour la partie rouge, côté anglais, la zone française comprenant la Syrie et le Liban actuel, quand la zone anglaise comprend, elle, une partie de l'Irak, la Transjordanie, qui est devenue la Jordanie, et puis la Palestine, après 1948, divisée entre Palestine et Israël. Donc on le voit, un partage par les puissances mandataires, qui aboutit ensuite dans les années 1920-1940 à des indépendances. 1946, indépendance de la Syrie, 1943, indépendance du Liban, Transjordanie est indépendante en 1923 et Israël qui est créé en 1948. Ce partage géographique, ce partage territorial conduit à un partage de l'espace à la fois entre différents peuples, même si c'est majoritairement arabe, mais aussi entre différentes milices, différents groupes, puisque pour comprendre le Moyen-Orient, il faut le regarder avec les lunettes du Moyen-Orient. Souvent on dit que l'Orient est compliqué. En réalité, l'Orient n'est pas compliqué, il est assez simple, simplement on le regarde mal. Et notamment, on oublie l'importance du clan, l'importance des familles, l'importance des religions aussi, pensons des Druzes, les Alaouites, mélange de clans et de religions, et on oublie que c'est cela qui fait le lien social, le lien politique, et on veut calquer des interprétations occidentales sur un monde oriental qui est bien différent. Deuxième carte, on va maintenant s'intéresser aux différents conflits israélo-arabes. Il y en a eu plusieurs, puisque Israël commence par être en guerre avec ses voisins arabes, notamment Jordanie, Égypte, Syrie, Liban aussi. On a eu plusieurs guerres, notamment la guerre de 1967 et puis la guerre de 1973, guerre des 6 jours, guerre du Kippour, avec des évolutions territoriales. On voit notamment que le Sinaï a été occupé en son temps par Israël, et puis la question du plateau du Golan, qui est d'ailleurs toujours une question. Aujourd'hui, le Sinaï n'est plus un enjeu, il appartient à l'Égypte, et il n'y a pas de vision pour Israël d'aller contrôler le Sinaï, mais le plateau du Golan au nord, qui est entre Liban, Syrie et Israël, reste un enjeu majeur. Et puis évidemment, depuis octobre 2023 surtout, la zone de la bande de Gaza, qui voit là aussi des enjeux militaires, sécuritaires importants. Ce que l'on peut voir avec cette carte, c'est que souvent on a une image du Moyen-Orient qui est une image de feu, une image de guerre. On a l'impression qu'on est un peu dans la guerre perpétuelle. Et ça, c'est une impression qui est fausse. La paix a aussi gagné. Jusque dans les années 1970, Israël est en guerre avec ses voisins. Et la paix avec les pays arabes apparaît comme quelque chose d'impossible. Or, aujourd'hui, cette paix a été obtenue. Il n'y a plus de guerre, ni avec la Jordanie, ni avec l'Égypte. Avec la Syrie, les relations vont mieux. Elles ne sont pas chaudes, mais elles vont mieux. Et même avec l'Arabie saoudite. Donc, la guerre est possible. Et c'est une déformation que de présenter cette zone comme étant toujours une zone de guerre. Oui, il y a des guerres, il y a des conflits, mais il y a aussi des évolutions. Jusque dans les années 1970, la guerre concerne essentiellement les États. À partir des années 1970-1980, la guerre concerne essentiellement Israël, qui est un État, et des milices ou des mouvements, notamment avec le Hezbollah ou avec le Hamas. Milices et mouvements qui sont eux-mêmes soutenus par des États, l'Iran par exemple, ou bien qui s'appuient sur des États, la Syrie ou le Liban, où ils ont leur zone d'entraînement, leurs repères, leurs lieux aussi où les populations peuvent vivre, et puis il y a les États qui permettent le financement, notamment les pays du Golfe. Ça, c'est un nouvel acteur plutôt dans les années 1990-2000, où les pays du Golfe interviennent avec les flux financiers et
permettent ou ferment les yeux sur les financements à l'égard du Hezbollah et du Hamas. Donc on voit que on a l'impression que rien ne change, alors qu'en réalité beaucoup de choses ont changé dans la région et il y a beaucoup de transformations. Les cartes en sont les témoins. Troisième carte, il s'agit des différents conflits au Moyen-Orient depuis 1948. Alors on ne va pas tous les nommer, cela serait un peu fastidieux, mais on voit qu'évidemment des pays ont été abondamment concernés par les conflits, notamment l'Irak, leur conflit avec l'Iran, guerre Iran-Irak 1980-1988, la guerre avec le Koweït, invasion du Koweït en 1991, qui aboutit à la première intervention américaine, et puis 2003, la deuxième intervention américaine. La guerre en Syrie, à partir de 2013, qui n'est pas complètement terminée, la guerre au Liban, là aussi, la guerre a évolué, mais elle n'est pas terminée. Et puis, on en a parlé, les guerres entre Israël et ses voisins arabes. Aujourd'hui, on a le problème du Yémen. Alors, ce n'est pas sur la carte, mais nous avions consacré une émission, vous pouvez la retrouver dans les archives, sur la mer Rouge et sur le Yémen. Et puis, on voit également qu'il y a un autre facteur majeur, qui est la question du pétrole. On a une sorte de banane pétrolière qui va le long du Golfe, qui part du sud de la Turquie pour aller jusqu'au Golfe, où là on a les réserves les plus importantes de pétrole et de gaz, avec une autre zone qui est apparue, et ça aussi c'est une nouveauté. Vous voyez, il faut à la fois, pour le Moyen-Orient, ne pas projeter la vision occidentale, mais bien faire une lecture avec les yeux orientaux, mais il faut aussi voir les évolutions. Et une des grandes évolutions, c'est ce qui se passe en Méditerranée orientale, ce que les stratégistes appellent la Médor, avec la découverte de gisements de gaz qui sont extrêmement importants. Nous y consacrerons une émission parce que c'est un sujet majeur et ces gisements de gaz sont en mesure de rivaliser avec les gisements de gaz présents dans le Golfe arabo-persique, dans la banane pétrolière arabo-persique. Ce qui replace au cœur des routes énergétiques des pays comme l'Égypte pour la question du transit du gaz et de sa transformation, évidemment Israël, la Syrie et le Liban, mais aussi la Turquie, et puis Chypre, île extrêmement importante. Chypre, elle est un peu le porte-avions de l'Occident dans la région. Il y a 2 grandes bases anglaises sur l'île de Chypre, et puis le nord de Chypre, qui est occupé par la Turquie depuis 1974, alors même que Chypre est membre de l'Union européenne. Donc, ce que l'on voit avec ces gisements de gaz, qui sont découverts, qui sont en train d'être exploités, c'est que jusqu'à présent, la tectonique, le centre de gravité du Moyen-Orient pour les questions énergétiques, pétrolières et financières était autour des golfe d'Ormuz et du golfe arabo-persique. Avec la découverte de ces gisements de gaz, il est en train de se déplacer vers la Méditerranée orientale. Alors, la bascule n'a pas encore eu lieu de manière complète, mais elle est en train de se faire, et ça peut être une des évolutions importantes pour les années 2020-2030. C'est une hypothèse que j'émets, mais c'est quelque chose qu'on pourrait avoir, de passer en quelque sorte de l'Est vers l'Ouest, et d'avoir une bascule finalement de l'Orient vers l'Occident par rapport à ce Moyen-Orient. Donc ça, c'est un point important qu'il faut surveiller. Et évidemment, dans la région, la question des hydrocarbures est majeure, et évidemment aussi la question du transit, du passage, notamment avec le canal de Suez. Là aussi, il y a une autre émission que nous avons réalisée qui est consacrée entièrement au canal de Suez et à la mer Rouge. Enfin, quatrième et dernière carte, celle-ci. Donc là, on a le Moyen-Orient avec ses frontières politiques et sa géographie physique. Alors la géographie physique est une chose cruciale, très importante, parce qu'elle permet de comprendre aussi beaucoup de choses. On voit notamment un espace de plateau en Arabie Saoudite, encerclé par des montagnes, notamment en Iran et en Turquie, et puis la région du Liban, de la Palestine, où on a là aussi des montagnes. Les montagnes sont toujours les lieux de refuge des populations persécutées, ou bien des hérésies. Les Alaouites, les Druzes par exemple, sont réfugiés dans la montagne. La montagne est aussi le lieu des trafics, le lieu des productions illicites, notamment pour la drogue.
donc elle joue un rôle central. Et au Moyen-Orient, on a la question de la montagne, la question de la mer, la question du désert. La géographie est une chose essentielle. La géographie n'explique pas tout. Il n'y a pas de déterminisme. Surtout dans la vision française de la géopolitique, on s'affranchit du déterminisme. Mais la géographie permet néanmoins de comprendre beaucoup de choses et permet d'expliquer aussi comment font les acteurs, puisque si on s'affranchit de la géographie, évidemment, on ne peut pas s'en couper complètement. Donc, en conclusion, on voit que ce Moyen-Orient est beaucoup plus différent que ce que l'on en dit habituellement. D'abord parce que la paix est une réalité, il faut quand même le souligner, c'est un motif d'espoir et d'espérance. Ensuite, parce qu'on a des évolutions notables sur les 60 dernières années, avec une bascule probable vers la Méditerranée orientale. Enfin, parce qu'il y a l'émergence de ces milices, de ces groupes armés, qui ne sont pas liés directement aux États, je pense notamment au Hamas ou au Hezbollah, mais qui ne peuvent pas s'en affranchir. Et donc, même si on a l'impression que le Moyen-Orient se désagrège, même si on a l'impression que l'on a des États faillis, comme le Liban par exemple, la question étatique, la présence étatique, reste un élément crucial et essentiel au Moyen-Orient dont on ne peut pas se défaire. Merci pour votre fidélité à nos émissions Fenêtres sur le monde. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à Conflit sur notre site internet revueconflit.com avec la boutique en ligne où vous pourrez notamment retrouver nos anciens numéros ainsi que nos numéros actuellement en kiosque. Et puis, en diffusant ces émissions, vous permettez de les faire connaître et donc ainsi de faire connaître aussi ces analyses géopolitiques. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.